Vous regardez RTI 1 et c'est l'heure du journal. La station balnéaire de Fresco a abrité vendredi la 28e journée nationale de la paix. Président la cérémonie, le Premier ministre a lancé un message fort à l'occasion, saluant les initiatives du président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Robert Beurré-Mambé a appelé chaque citoyen à contribuer et à préserver la paix à l'approche de la présidentielle de 2025. La Côte d'Ivoire planche en ce moment sur un code de bioénergie, une opportunité pour diversifier les sources d'énergie dans notre pays. Un code qui va garantir la disponibilité des matières organiques, en l'occurrence les déchets agricoles riches en biomasse. Plusieurs partenaires internationaux vont apporter leur appui à ce projet de biomasse. Et puis le continent africain pourrait gagner 6 milliards de dollars ces 6 prochaines années grâce au crédit carbone, selon une étude à la recherche de financement pour s'adapter au changement climatique. Le continent montre un appétit grandissant envers ce type de crédit de plus en plus critiqué, un mécanisme financier que les négociateurs essaient d'encadrer depuis près d'une décennie. Bonjour à tous. Le vendredi 15 novembre a été marqué par la célébration officielle de la Journée nationale de la paix. C'est la ville de Fresco qui a abrité la 28e édition, un engagement à vivre ensemble dans un havre de paix et à contrer toutes les adversités. Le Premier ministre a pris part aux festivités dans le Beauclerc. Robert Beurré-Mambé a été accueilli par la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté du corps préfectoral et des forces de défense et de sécurité. On regarde le témoignage de Jean-Luc Bangbo. Fresco, à 200 km d'Abidjan. Cette localité de la région du Beauclerc a vibré ce vendredi 15 novembre au rythme de la commémoration de la Journée nationale de la paix. Les Ivoiriens d'union et de diversité, membres des communautés étrangères, tous sont venus apporter leur attachement à la paix. Une valeur fondamentale, intimement liée à la cohésion sociale et au développement inclusif. Au niveau du district autonome du Bas-Sandra, il n'y a jamais eu de guerre entre les communautés. Bien au contraire, c'est la cohésion sociale, l'amour. Et c'est pourquoi nous vivons en paix ici. Cette cérémonie n'a pas seulement été une occasion de célébrer la paix. Elle a également renforcé le message d'unité nationale et des efforts collectifs dans la construction d'une Côte d'Ivoire apaisée et prospère. La Côte d'Ivoire, l'éléphant d'Afrique, a traversé des moments qui ont impacté sa cohésion sociale. Mais la force de votre conviction en la paix, en la solidarité, ont permis de surmonter tous les défis. Ils ont permis de transformer tous les défis en opportunités pour la paix et la cohésion sociale. La paix demeure une quête inlassable. Oui, la paix n'est jamais acquise. La paix est comme un objet précieux que nous devons veiller au quotidien. Construire et maintenir la paix est donc un travail de longue haleine. Il nous appartient à tous, qu'il s'agisse d'hommes politiques, de femmes politiques, à tous les nouveaux ou de simples citoyens, de travailler ensemble pour y parvenir. Le Premier ministre, tout en soulignant que la paix est le chemin vers le progrès, a appelé chaque citoyen à œuvrer pour la cohésion sociale et à s'engager dans des actions pacificatrices. Je voudrais que vous notiez avec moi que la paix est synonyme de stabilité. Quand il y a la paix, il y a la stabilité. Et que la stabilité exige la convergence vers un but commun. La marche vers l'objectif commun sollicite de chacun de nous que nous fassions des efforts soutenus. On ne gagne rien sans effort. La paix est une œuvre commune dont la réalisation exige une volonté commune, une similitude dans notre démarche.
Un moment fort de cette cérémonie a été l'allumage de fumigènes aux couleurs nationales et le dévoilement du monument de la paix par le Premier ministre. Un témoignage tangible de l'engagement du gouvernement envers la paix. Toujours dans le cadre de la Journée nationale de la paix, les guides religieux et les fidèles musulmans de Niambo, un village dans le département de Niakara, ont initié une cérémonie de prière et de bénédiction pour l'élection présidentielle de 2025. La rencontre s'est tenue à la mosquée de Niambo, dans la région du Ambol. Le reportage d'Emma Dongui connaît Pagasoro. Les dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont créé la psychose chez une frange de la population. Les divergences politiques ont occasionné des pertes en vies humaines et à la destruction des biens matériels. Une situation qui a plongé le pays dans le désarroi. Au fil des ans, grâce aux campagnes de sensibilisation et aux différents messages de paix, les Ivoiriens ont repris goût à la vie et forment désormais une famille unie. Toutefois, depuis l'annonce de l'élection présidentielle 2025, des Ivoiriens vivent déjà avec la peur au ventre, craignant une autre crise. Elodie est inquiète. Pour 2025, là, vraiment, j'ai peur. On ne voit pas, mais on entend les gens parlent, les on. Je souhaiterais que, en tout cas, que chacun de nous mette un peu d'eau dans son vin pour qu'il y ait la paix. Tout comme Elodie, d'autres Ivoiriens se disent préoccupés par ce scrutin d'octobre 2025. On a vraiment eu un amer souvenir. Nous sommes tous fils et filles d'une même maison. Il faudrait qu'on arrive à enterrer tout ce qui est différence pour pouvoir privilégier l'intérêt de la nation. Pour maintenir et préserver un climat de paix dans le village de Niango, au nord de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de la Journée nationale de la paix célébrée chaque 15 novembre, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la mosquée centrale pour implorer les Tout-Puissants. Les conseils que nous voulons donner aux populations de la Côte d'Ivoire, du message de paix. On a besoin de toujours mettre la stabilité dans notre pays. Parce qu'on sait qu'on a un meilleur avenir. Une rencontre marquée par des invocations et des bénédictions. Objectif, organiser un scrutin avant, pendant et après les élections présidentielles et législatives en 2025. Le commentaire était assuré par Assitan Diarra. Cette année, le ministère des Eaux et Forêts a marqué le coup à travers une opération de planting d'arbres et une marche sportive. Une idée pour raffermir les liens et créer la cohésion entre la population. À Yamoussoukro, la célébration a mobilisé toutes les forces vives locales. Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la paix. Yamoussoukro, terre natale du premier président Félix Houphouët-Boigny, le ministère des Eaux et Forêts organise une marche sportive de 4 km à travers les rues de la capitale politique. Une marche sportive qui va ouvrir la voie à un planting d'arbres. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Voilà, nous devons à tout instant cultiver, je dirais, la paix. Nous ne pouvons pas rester sous le soleil pendant plus de 2 heures parce que, mine de rien, avec les rayons de soleil, nous allons finir par nous réfugier sous les arbres, c'est-à-dire chercher une certaine paix pour notre corps. Donc, effectivement, planter les arbres aujourd'hui, c'est concourir, je dirais, à l'atteinte de cette paix que nous recherchons tous. La paix doit être une denrée non périssable et disponible en tout temps et en tout lieu. Cette marche sportive, c'est aussi un acte qui prépare à la paix. C'est important pour la cohésion nationale et donc partant pour la paix. Plusieurs localités du pays ont abrité cette célébration de la Journée nationale de la paix par les Eaux et Forêts. C'est à travers des actions de reboisement que la Journée nationale de la paix a été célébrée à Méagui. La direction régionale a mis en avant l'urgence d'agir face aux défis environnementaux. Le commentaire de Patricia Omoitia. Le secrétaire général de la préfecture de Méagui, Nguessan Kwaku Jean-Maurice, a exhorté les populations à initier des projets de création de forêts dans chaque région. Pour le secrétaire général de la préfecture de Méagui, les forêts constituent un levier essentiel pour préserver l'environnement. Cet appel intervient dans le cadre de la Journée nationale de la paix, célébrée ici à Méagui par des actions de reboisement. Les essences que nous avons utilisées ici, c'est à majorité du mélina. Parce que nous voulons contribuer à la reconstitution du couvert forestier qui permettra
à la Côte d'Ivoire de recouvrer 20% de son couvert forestier d'ici 2030. Dans le monde entier, les effets dévastateurs du réchauffement climatique sont tels que aucun citoyen ivoirien ne devrait être ignorant ou bien se mettre à l'écart. Parce que les inondations, les feux de brousse, les sécheresses et les tsunamis, ça n'arrive pas qu'aux autres pays. Il faut que déjà, chez nous ici, on prenne les devants pour prévenir ce genre de catastrophe. Donc en venant planter chacun un arbre, et même pour la région une forêt, c'est déjà un pari sur l'avenir. 1 hectare a été reboisé avec plus d'1 million de plantiques d'arbres. Cette opération s'inscrit dans un programme qui vise à renforcer la résilience des écosystèmes face aux effets du changement climatique. À Diokwe, dans la région du Guémon, le préfet a partagé avec la population la charte d'engagement en faveur de la paix. Plus de 300 artisans en ont bénéficié. On en parle avec Chris Diomondé et Sia Kakone. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais un comportement, comme le disait le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Ce concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité est célébré à Diokwe par les fils et filles de la région du Guémon. Cette célébration a été l'occasion pour le préfet de région de remettre la charte d'engagement en faveur de la paix à 333 artisans après leur formation par les experts de la chaire UNESCO. Nous avons eu les rudiments de la culture de la paix. Comment un artisan de la paix doit se comporter avec son environnement, avec sa population. C'est une mission que M. le préfet de région nous a mis en vue de pérenniser la paix qui règne déjà et la paix future. Pour le préfet Ibrahima Cissé, promouvoir la paix est une nécessité. Nous sommes à la veille d'une année électorale importante, 2025. Donc il fallait que nous fassions la mobilisation de tous nos artisans de paix, tous ceux que nous avons choisis en 2021, en 2022, en 2023 et ceux qui ont été choisis cette année en 2024. Il était important que nous fassions une grande activité pour les fédérer et pour les tenir prêts pour les défis de l'année 2025. Le rôle fondamental, c'est de prendre le relais, d'appuyer l'autorité préfectorale dans sa circonscription dans les campagnes de prévention en faveur de la paix. La journée nationale est meublée par la distinction du corps préfectoral et des acteurs de la société civile pour des actions posées en faveur de la paix dans le Guémon. On retourne à Méagui pour parler cette fois-ci de la foire interculturelle et gastronomique ivoiro-burkinabé. 7 jours durant, les participants vont découvrir des spécialités culinaires des deux pays. Au programme, il y aura du sport et un concours de beauté. Les détails avec Godefroy Kambawa. La foire interculturelle et gastronomique ivoiro-burkinabé de Méagui, FIGAM, est lancée. 7 jours durant, les participants découvriront les spécialités culinaires de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso à travers un concours culinaire, un tournoi de maracana, une course de moto et un concours à Oulaba. Plusieurs artistes des deux pays seront en attraction jusqu'au 23 novembre prochain. La population burkinabé vivant à Méagui, nous vivons en harmonie. Ça, c'est pas secret. Méagui, c'est une terre cosmopolite où allochtones, allogènes et autochtones vivent en bonne symbiose. Et on a voulu célébrer cela par cette journée-là. Nous pensons que nous sommes dans la vision du chef de l'État qui a toujours voulu que la paix règne dans ce pays. Et nous disons merci pour cela. Le sous-préfet de Méagui a souligné les efforts du gouvernement pour l'instauration d'une paix durable au sein des communautés. Il invite les populations à préserver la cohésion sociale. Le FIGAM est à sa première édition. Retour sur la JNP 2024 avec ce slogan « Un Ivoirien, un arbre à Songon ». La Journée nationale de la paix a mis l'accent sur la reconstitution du couvert forestier et la perpétuation de l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny. Plusieurs plants d'arbres ont été portés en terre. C'était en présence de Léon Brou. Population, autorités administratives et coutumières d'Abidjan plantent des arbres. L'opération, un pan de la Journée nationale de la paix, se déroule à Songon sous l'égide du ministère des Eaux et Forêts. Ici, nous réalisons un espace vert avec des essences comme le teck, le mélina et le terminala Katapa, où les populations pourront venir
s'abriter. Sensibiliser la population à la plantation d'arbres, sens du présent exercice qui se tient le 15 novembre de chaque année depuis 2018 sur décision du président Alassane Ouattara. Un décret pour booster la reconstitution à 20% du couvert forestier à l'horizon 2030 et surtout perpétuer l'œuvre de paix du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, l'arbre symbolisant lui-même la paix. L'arbre par ses feuillages procure de l'ombrage, ouvre les bras pour accueillir. Donc l'arbre lui-même est un symbole de paix. Il nous appartient à chacun de planter un arbre. Songon, l'un des 2 sites à reboiser sous la houlette de la Direction régionale des eaux et forêts, soit plus de 400 arbres pour le district d'Abidjan à cette 28e journée nationale de la paix. On reste dans le domaine de l'environnement avec l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD qui a bénéficié de nouveaux équipements pour sa station de traitement de boue de vidange à Koumassi Digue. Ces nouvelles acquisitions visent à optimiser le traitement des déchets et à produire un engrais agricole soutenant ainsi l'assainissement et l'agriculture ivoirienne. Pour l'ONAD, cette initiative concourt à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la préservation de l'environnement. On en parle avec Astou Soro et Godefroy Kambawa. Des équipements de pointe pour l'assainissement, camions-citernes, cuves de stockage des boues de vidange, des conteneurs et un dispositif de dosage. Des équipements modernes capables de transformer les boues de vidange des fosses septiques en engrais agricoles. Une solution innovante initiée par l'ONAD pour enrichir les sols et soutenir les cultures pérennes comme le café, le cacao et les légumes. Assainissement autonome, une unité compacte de traitement des boues de vidange. Les boues de vidange, ce sont les produits qu'on tire de nos fosses septiques. Ces boues sont acheminées ici par des camions. Ils subissent un mode de traitement jusqu'au séchage de la partie solide qui devient fertilisant agricole. Ces boues de vidange qui deviennent diverses dans la nature sont traitées. Vous comprenez que cela a un grand impact vraiment positif sur l'environnement et cela va réduire tout ce qui est problème lié à l'environnement. D'ici à 2030, l'ONAD ambitionne de doter les 31 régions du pays de stations de traitement similaires, former des travailleurs et mettre en place un fonds de soutien pour les entreprises de vidange. Des actions qui permettront de préserver l'environnement et d'améliorer les conditions de vie des populations. Plusieurs acteurs du secteur de l'électricité participent à un atelier à Abidjan. Ils réfléchissent sur la mise en place d'un code de bioénergie. Ce code va garantir la disponibilité des matières organiques, en l'occurrence des déchets agricoles riches en biomasse. Une opportunité pour diversifier les sources d'énergie dans notre pays. On retrouve les précisions de l'enseigne Bakayoko. Ce code de la biodiversité en élaboration est le cadre réglementaire qui devrait contribuer à la création d'un environnement propice au développement de projets d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. Ce code est non seulement une réponse à nos engagements internationaux, notamment la réduction de nos émissions de CO2 de 30,41% et l'atteinte de 45% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Mais il est également une opportunité pour dynamiser le secteur privé et favoriser l'innovation. Ce processus, que les autorités veulent participatif, vise à garantir l'inclusivité du code en adéquation avec les besoins et les ambitions du pays en matière de développement durable. La Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du gouvernement allemand. Nous encourageons le gouvernement ivoirien à poursuivre les réformes dans le secteur de l'énergie afin de créer des conditions plus favorables aux investissements en faveur d'une transition énergétique juste et la mise en œuvre des CDN. Ces initiatives sont importantes pour réduire la déforestation et la pollution de l'air, mais également pour assurer un accès équitable à l'énergie. La Côte d'Ivoire, pays agricole, possède une richesse en matière de biomasse. En effet, notre pays génère une quantité significative de résidus agricoles. Cela représente non seulement une opportunité pour diversifier nos sources d'énergie, mais également un levier pour promouvoir le développement durable. En 2024,
Le parc électrique ivoirien s'élève à 2907 MW. On s'intéresse maintenant à cette journée de don à Dinaoudi dans le département de Bondoukou. L'un des cadres de la région a offert des kits de prière et d'épargne aux femmes de la localité. Il a aussi offert un fauteuil roulant à la maternité de Dinaoudi. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. Seydou Ouattara est le président de la Chambre nationale des ingénieurs conseils de Côte d'Ivoire, Koulibaly Souleymane, offre un fauteuil roulant à la maternité de Dinaoudi, un lot de tapis de prière à la mosquée de Ngabaré, des pagnes à 100 femmes, des tapis pour les tout-petits et un lot de 50 nattes à la mosquée de Zologo. Merci pour ce bien que vous venez d'offrir à la maternité et qu'on va faire bon usage. Et on demande aux autres, aux frères et autres du village d'emboîter le pas. Encourager la communication et l'écoute active sont essentiels pour maintenir une cohésion solide selon les fils de la localité. Ce petit geste à toutes les femmes qui vont passer dans votre maternité, que ce soit un soulagement pour ces femmes pour recouvrer vite la guérison. C'est avec le défilé des tout-petits que les lampions de cette journée se sont éteints. On parle maintenant de Big Data pour fournir des sources d'informations alternatives pour un meilleur développement de nos pays. 40 techniciens de services statistiques de plusieurs ministères participent à un atelier de renforcement de capacité. L'objectif est de les emmener à mieux comprendre l'utilisation des données pour un rendement efficient. Le reportage de Juliette Ouéa. Le Big Data, un outil pour améliorer les performances économiques et sociétales des pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Big Data, ce sont vraiment de grands ensembles de données qui diffèrent des données classiques qu'on avait habituellement sur des tableaux simples. Maintenant, ce sont des données qui viennent à volo, qui viennent régulièrement, qu'il faut pouvoir gérer avec des infrastructures informatiques particulières. À partir des Big Data, on peut anticiper sur ce que sera la donnée officielle. Voilà. Et donc cela permet aux autorités de pouvoir préparer les décisions à prendre. Pour consolider leurs acquis et les rendre plus compétitifs, plus de 40 responsables de départements en charge de la statistique ou de la planification des différents ministères du gouvernement participent à une formation. Le NCA, en tant que centre d'excellence, a consacré un pan particulier de son activité à ce sujet à travers un laboratoire qui a été mis en place, le laboratoire d'innovation statistique et économie appliquée, qui traite non seulement des questions de formation sur la data science des big data, mais aussi la recherche appliquée dans ce domaine. Sous l'impulsion d'organismes régionaux et internationaux, dans certains États africains, y compris la Côte d'Ivoire, de nombreuses initiatives sont nées dans l'optique de vulgariser la collecte et la diffusion de données sur les plateformes d'accès centralisé. Le Big Data est un secteur d'avenir. Grâce à cet outil, les entreprises peuvent profiter d'un avantage compétitif face à leurs concurrents n'exploitant pas les données. La Côte d'Ivoire a abrité récemment le 9e sommet de la Jeune Chambre internationale des associations des Sénats d'Afrique et du Moyen-Orient. À San Pedro, les élus locaux et ceux venus d'ailleurs ont planché sur la digitalisation du service public. Ils ont aussi fait des ébauches de solutions à leurs États respectifs. Le compte-rendu de Godefroy Kambawa. Dans la ville de San Pedro que s'est tenu ce 11e sommet de l'Association des Sénats d'Afrique et du Moyen-Orient de la Jeune Chambre internationale. 120 délégués venus de 26 pays ont porté la réflexion sur l'amélioration des relations et des opportunités commerciales. En bonne place, la digitalisation des services publics essentielle à une bonne gouvernance. Non seulement nous avons été instruits par des experts sur la digitalisation, mais en plus, nous avons partagé des moments de fraternité, les bonnes pratiques en matière de gouvernance. Outre les panels, ce sommet a été animé par des activités touristiques, sportives et une séance de planting d'arbres. Des actions de portée sociale soutenues par l'Inspection générale d'État et le ministère des Eaux et Forêts. Nous saluons le fait que la Jeune Chambre internationale
fassent de la reconstitution des forêts l'une de leurs préoccupations. Il faudrait que toutes les organisations, à quelque niveau qu'elles soient, se mettent dans l'action de reconstitution de la forêt ivoirienne à travers des plantings d'arbres. Nous disons que la MESA, c'est chez nous, c'est pour nous. On fait l'événement qu'on veut, on danse quand on veut et on célèbre la fraternité africaine pour permettre à nos hôtes, à tous ceux qui sont venus nous visiter, de se sentir à l'aise et d'avoir envie de revenir en Côte d'Ivoire. Créée en 1980, l'Association des Sénats d'Afrique et du Moyen-Orient de la Jeune Chambre internationale a pour mission de réfléchir sur des problématiques de développement régional et proposer des solutions. Le prochain sommet se tiendra en septembre 2025 à Abuja, au Nigeria. On poursuit avec le réseau des femmes professionnelles du capital humain qui a procédé au lancement de ses activités. Évolution de carrière au féminin, capital humain et leadership en action, c'était le thème de la rencontre. Plusieurs femmes entrepreneurs ont participé aux assises. Naomi Moukla, Didier Nguessan. Encourager les femmes à occuper des postes de responsabilité dans les fonctions ressources humaines tout en conciliant vie de famille. Le réseau des femmes professionnelles du capital humain en fait son cheval de bataille. Ce réseau qui promeut le leadership féminin lance officiellement ses activités. Le FPCH, c'est un réseau de femmes qui réunit des femmes pour la promotion, la valorisation et le leadership des femmes dans la fonction capital humain. Parce que les femmes, lorsqu'elles sont sollicitées, quand elles viennent, elles carburent. Lorsqu'elles sont sollicitées, quand elles viennent, elles assurent. Elles savent rendre ce qui est attendu d'elles. Et pour nous, à travers ce réseau, ça va être une occasion de pouvoir les encourager, de pouvoir les soutenir. Cette initiative des femmes du capital humain est à féliciter parce que c'est un besoin réel. Les femmes n'hésitent pas à occuper des postes de responsabilité. Et l'occasion que cette initiative donne, c'est qu'elle puisse se rassembler pour qu'il y ait un partage d'expérience, d'avoir une meilleure représentativité des femmes dans les postes de décision. Le réseau des femmes professionnelles du capital humain, depuis sa création en 2023, lutte contre le harcèlement en milieu professionnel et propose des formations et mentorats. À Grand-Bassam, le réseau des conseillers régionaux et municipaux de Côte d'Ivoire a tenu sa première réunion ordinaire de l'exercice 2024. La proposition du plan programme et le projet d'investiture du bureau exécutif national de la mandature en cours ont été les points saillants de cette rencontre qui a réuni les représentants de toutes les collectivités locales de l'ensemble du territoire national. Frédéric Gourébi, Lamine Dramé avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Le réseau des conseillers régionaux et municipaux de Côte d'Ivoire, RECREMSI, entame sa première réunion ordinaire de l'exercice 2024. 4 points sont à l'ordre du jour. La proposition d'un plan programme est le point d'orgue de cette rencontre. Les conseillers se sont engagés pour prendre toutes les places dans le développement local dans notre pays. Tous les conseillers municipaux, si nous mettons ensemble avec les conseillers de district, on sera très fort sur le chéquier national afin de pouvoir aboutir aux revendications qui sont déjà faites depuis belle lurette, à savoir la considération des conseillers municipaux qui sont sur le terrain. La cartographie du RECREMSI aujourd'hui est à l'image du pays. Donc déjà, quand on parle de prendre toute sa place sur l'échiquier national, c'est déjà la représentativité de toutes les localités, donc de toutes les régions au sein de ce réseau. Et donc, quand toutes les régions sont représentées, il va de soi que les préoccupations de ces différentes régions-là seront débattues. Et c'est ces préoccupations-là que nous pourrons porter à la tutelle. Le président d'honneur du RECREMSI, Eugène Aka Aolé, par ailleurs président du conseil régional du Sud Comoé, a saisi cette occasion pour leur prodiguer des conseils. Dans votre démarche, vous soyez inspirés par la vision politique du président Alassane Ouattara. Incontestablement, sa vision gouverne la Côte d'Ivoire et gouverne bien la Côte d'Ivoire. Porté sur les fonds baptismaux le 11 mai 2019, le réseau des conseillers régionaux et municipaux de Côte d'Ivoire, RECREMSI, a pour objectif, entre autres, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie des conseillers municipaux, de districts et de régions.
On parle maintenant de mode avec le lancement officiel de la 17e édition d'Afrique Fashion Show qui a eu lieu à Abidjan. Le thème de l'édition 2024 va porter sur les défis financiers de l'industrie de la mode en Côte d'Ivoire. L'événement qui se déroule ce samedi au Palais des Congrès va mettre en scène des créateurs africains qui vont dévoiler leurs nouvelles collections. Le commentaire de Patricia Omoitia. Le lancement de la 17e édition de Afrique Fashion se distingue par son approche axée sur l'économie de la mode. Un panel dédié à explorer les opportunités de financement pour un secteur en croissance. Nadia Traoré, représentante du ministère de la Culture, a souligné l'importance d'investir dans cette industrie qui reflète le patrimoine culturel africain. Plusieurs institutions ont apporté leur appui, illustrant une collaboration fructueuse entre les secteurs publics et privés. Ces contributions renforcent les ambitions de l'Afrique Fashion Week de hisser la mode ivoirienne sur la scène mondiale. L'un des enjeux cruciaux de cette édition est le financement du secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons un panel dédié à cette thématique essentielle. Alors que la mode africaine gagne en visibilité, que nos créateurs sont de plus en plus sollicités, l'accès aux ressources financières reste un défi majeur pour beaucoup d'entre eux. Nous croyons fermement, pour que notre industrie prospère, il faut des mécanismes de soutien financier adaptés et l'État a pensé à vous. En combinant art, innovation et entrepreneuriat, le lancement de cette 17e édition d'Afrique Fashion consolide la place de la Côte d'Ivoire comme un acteur clé dans l'industrie de la mode. Les créateurs, soutenus par leurs partenaires, œuvrent pour faire rayonner l'élégance africaine à l'international. On parle maintenant de la COP29 à la recherche de financement pour s'adapter au changement climatique. L'Afrique montre un appétit grandissant envers les crédits carbone. Ces derniers permettent à un État ou à une entreprise polluante d'échanger une partie de ses émissions de gaz à effet de serre contre de l'argent pour développer un projet écologique, souvent dans un pays du Sud. Un engouement partagé par les pays pollueurs. Mais ce mécanisme financier que les négociateurs à la COP essaient d'encadrer depuis 9 ans et qui pourrait être enfin finalisé à la COP29 reste très critiqué. Et on referme ce journal avec l'information au Liban. Des frappes aériennes israéliennes ont touché vendredi de nouveaux bâtiments, provoquant des explosions dans la banlieue sud de Beyrouth. Les autorités israéliennes affirment avoir ciblé les installations et les intérêts du Hezbollah. De nouvelles frappes, alors que le mouvement libanais a revendiqué jeudi une attaque contre les soldats de Tsahal. Le ministre israélien de la Défense a écarté toute idée de cesser le feu au Liban. Il a déclaré que son pays doit atteindre ses objectifs. Ainsi se referme ce journal. On se retrouve demain, dimanche, sur RTI A.